Alors bien sûr, nous avons qu'un sujet discuté partout dans le pays. On ne parle que de ça, on ne parle que de la situation interne dans le pays. On ne parle que du référendum prévu à partir du samedi prochain, ou bien samedi prochain, samedi après. On parle de tout ce qui est politique, même les petits-enfants dans les écoles peut-être. On ne parle que de ça, on ne parle pas de foot aujourd'hui, on ne parle pas de dessins animés ou les jeux, on parle que de la politique et la situation actuelle dans le pays. Nous avons le plaisir de parler de ce sujet avec notre invité, Mohamed Bartesh. Vous êtes chercheur, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous voyez, comment vous pouvez analyser la situation sur la scène politique ici en Égypte actuellement? Ok, la situation actuelle. Ouais. Un bref aperçu sur tout ce qui se passe. Bon. Ce qui passe pendant une semaine, je parle d'une semaine, 10 jours jusqu'à maintenant, je pense qu'on est dans une étape, une période très sensible, mais pleine de chaos. Plein de chaos au niveau des organisations, au niveau des visions politiques, économiques et sociales. Donc si on veut analyser ce qui se passe maintenant dans la rue, il faut attaquer 3 sujets très très importants. Au niveau politique, au niveau économique et social qui est très important. Au niveau politique, actuellement, on est dans une étape très importante, c'est le référendum sur la constitution égyptienne. Ça commence demain, non? Après-demain, pardon. Après-demain. Samedi. Dans ce sujet, j'aimerais bien qu'on discute 2 facteurs très importants. C'est comment est l'organisation. Si on parle des référendums sur la constitution, c'est la première fois depuis longtemps qu'on pratique la démocratie de façon différente qu'avant. Mais comment? Comment maintenant on va organiser le référendum dans 2 étapes? La première étape, deuxième étape. La première étape, ça commence samedi et la deuxième, c'est après quelques jours. Donc ça, c'est un avantage. Il y a un inconvénient comme toutes les décisions politiques. Mais je trouve les inconvénients, c'est plus que les avantages. Parce que en ce moment, on donne, parce qu'il y aura 2 groupes, naturellement, il y aura 2 groupes. C'est malheureusement le peuple égyptien est divisé maintenant entre 2 groupes. Donc, dans la première étape, celui qui va réussir dans quelques villes, pour lui, c'est bien. C'est-à-dire qu'il va se préparer pour la deuxième étape dans les autres villes. Mais celui qui perd pendant la première étape, donc il va se renforcer toutes les forces qu'il a pour équilibrer la situation de la deuxième étape. Donc c'est un peu sensible et dangereux. Ça peut mener à des chaos toujours. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'on va augmenter le cas du chaos qui existe maintenant. Ça, c'est les inconvénients que je trouve pour l'instant. Donc ça, c'est un côté. Autre côté, que c'est très très important aussi, que les décisions, ça c'est qu'on a parlé la dernière fois, les décisions, on ne sait pas, elles viennent d'où. Est-ce que les décisions récentes qui viennent du gouvernement, qui viennent du président, qui viennent des frères musulmans, les leaders des frères musulmans, on ne sait pas. Donc la source des décisions, et avec qui on discute. Est-ce que le président discute avec lui-même? Est-ce qu'il discute avec les libéraux, les laïcs, les frères musulmans? Les décisions viennent d'où? On ne sait pas. Donc ça, c'est aussi que partage grande partie de ce qui se passe maintenant dans la société égyptienne au niveau politique. Alors, on s'en fout aussi d'où vient la décision, l'essentiel que ça soit une bonne décision, c'est tout. C'est tout ce que le peuple demande, non? Oui, mais si on parle du résultat, il faut chercher vient d'où, c'est-à-dire la qualité des décisions aussi, il faut savoir vient d'où, parce qu'avec la décision vient toujours la responsabilité. Donc, si on parle de décision, c'est qui est responsable? Récemment, on a pris une décision économique très, très importante par rapport aux taxes.
Et le même jour, le soir, on a annulé les décisions. Donc même, il y a... Suspendu. On a suspendu. Oui, suspendu. Donc c'est-à-dire dans la même organisation, il y a, je ne peux pas dire qu'il y a un conflit, mais il n'y a pas de la bonne communication. Ouais. Même dans le même groupe tout à fait. Qui forme les décisions. Manque de préparation, je dirais même. Pardon? Manque de préparation là-dessus. Non, je pense que la préparation, elle était là. Mais qu'on a parlé avant, la qualité des décisions et quand. Ça, c'est très, très important. Quand on prend la décision. Ça, c'est très important. Je vous invite et je vous invite également, chers téléspectateurs, à suivre ensemble ce commentaire sur la situation référendum. Le compte à rebours de la campagne est lancé déjà. L'opposition hésite encore. Elle vient de décider hier de ne pas boycotter le référendum constitutionnel controversé du président Morsi, mais les conditions qu'elle y met seront sans doute difficiles à atteindre. La sécurité des bureaux de vote, la présence d'un juge dans chacun d'eux, la supervision nationale et internationale du scrutin et quitte à desservir ses intérêts, le maintien de la durée du scrutin à une journée. Les détails dans ce commentaire signé Lagla, Zakaria et Salih Hamed. Voyons ensemble. Le compte à rebours de la campagne pour le référendum est lancé. Après des manifestations interrompues dans l'espoir d'un report du référendum, l'opposition au président Morsi a appelé officiellement mercredi les Égyptiens à voter non à la Constitution, admettant de l'acte la tenue du scrutin. La commission électorale a indiqué que celui-ci se tiendrait sur 2 journées, les samedis 15 et 22 décembre, au lieu un bricolage inévitable pour compenser la pénurie de magistrats, une grande partie d'entre eux ayant décidé de boycotter la supervision des votes qu'ils tiennent pour illégitimes. Au cœur de cette crise profonde qui divise le pays depuis 15 jours, la finalisation hâtive début décembre du texte de la loi fondamentale en l'absence de ces rédacteurs laïcs et coptes et dont le contenu à l'empreinte islamique laisse craindre une dégradation des droits des femmes et de la liberté d'expression. Si, face au soulèvement populaire qui a fait 10 morts, le chef d'État issu des frères musulmans a effectué un bref recul en renonçant à un récent décret qui lui accordait des pouvoirs étendus, il a maintenu le vote en jouant la carte de la Constitution contre le chaos. Le Front du Salut National, principale coalition d'opposition en Égypte, a donc appelé mercredi les Égyptiens à voter contre le projet de la loi fondamentale contestée. Mais le Front conditionne son appel à se rendre aux urnes à 4 conditions qui, si elles ne sont pas remplies samedi, première journée du scrutin, le pousseraient à exhorter les Égyptiens à l'abstention. Elle demande la présence d'un juge devant chaque urne, que la sécurité soit garantie à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de vote, une supervision nationale et internationale du scrutin et surtout que le vote n'ait lieu que sur une seule journée. Or, la commission électorale a fait savoir que le référendum serait organisé sur 2 jours, les 15 et 22 décembre au lieu de la seule journée du 15, en raison du manque de juges chargés de la surveillance du vote justement. La plus importante association de magistrats du pays, le Club des juges, a indiqué que 90% de ses adhérents entendaient boycotter la supervision du scrutin. Jusqu'à maintenant, l'opposition s'était bornée à exiger un report du référendum, le temps de rédiger un texte plus consensuel. De son côté, l'armée a reporté une réunion à laquelle elle avait convié les protagonistes de la crise actuelle. D'abord programmée mercredi, elle a été reportée à une date ultérieure selon l'institution militaire sur sa page Facebook. L'institution militaire met en avant les réactions qui n'ont pas rempli les attentes. Quelques minutes plus tôt, l'opposition avait fait savoir qu'elle comptait se rendre à cette rencontre. Monsieur Mohamed Bartash, vous êtes chercheur et journaliste. Quand vous voyez et analysez tous les sit-ins qui actuellement dans le pays,
avec des sit-ins soi-disant contre les décisions de la présidentielle et d'autres soutenant. Comment vous voyez cette situation? Déjà, est-ce que ça existe? C'est unique, non? Oui, ça existe. À l'Égypte, c'est unique. Ah oui, ça existe. Hein. Mais non, il faut être réaliste. Est-ce qu'il y a des cas similaires dans d'autres pays, par exemple? Non, des sit-ins pro-présidentiels, ça arrive, ça? Si moi, je soutiens une décision, je fais un sit-in pour soutenir ce... Alors, c'est très bizarre. Non, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est un cas... Ça a été fait en Libye, ça a été fait en Syrie. Oui, mais on parle des pays comme nous. Hein. Non, mais pas des sit-ins. Il n'y avait pas de sit-in pour soutenir, de soutien. Mais enfin, donnez-nous votre avis. Bon, je pense que c'est un cas un peu unique en Égypte, surtout la manière d'organiser les sit-ins en Égypte. Pour soutien, une décision qui vient du président, simplement parce que la décision vient du président, il n'y a pas d'autre logique, explication, etc. Ça, je trouve un peu, pas simplement bizarre, mais reflet deux choses très importantes. La première, qui est la grande partie, qui est notre peuple, au niveau de l'éducation, n'est pas assez élevé. Ça, c'est une réalité. Hein. On est maintenant dans un moment, au niveau du gouvernement peuple, il faut confronter la réalité, il faut les dire. Oui. Ça, pas assez éduqué, vous voulez dire. Pas élevé. Non, oui. Non, pas élevé. Oui. Donc, ça, c'est très important. Il faut le dire à tout le monde. Écoutez, ça, c'est l'alphabet en Égypte. On arrive à 50%, 45%. Ça, ce que je rappelle, ça fait 6 mois, on était 45, 44%. Je ne sais pas comment on est maintenant. Donc, même au niveau des statistiques, ça n'existe pas. Ça, c'est à part le fait que la Constitution, pour quelqu'un qui même sait lire et écrire, n'est pas tellement comprise. Ça a besoin de quelqu'un vraiment, je dirais, de spécialiste dans les lois. Et cette notion, c'est vraiment à prendre en considération là-dedans. C'est vrai. Mais d'autre part, ce n'est pas complètement obligatoire que tous les peuples égyptiens, tous les concitoyens, qui bien comprendre tous les articles de la Constitution, parce qu'on a besoin d'un groupe qui est bien formé, qui sont spécialistes, sont plus professionnels, qui nous expliquent. Voilà, en général, l'esprit de la Constitution, ça va dans telle direction, tel article, on n'est pas d'accord parce que... et les autres articles qui sont bien. Donc, on voyait que 70%, c'est bien, 30% va bien pour l'instant. Pour l'accepter. C'est-à-dire que la majorité, que si on va pour la majorité, on peut l'accepter. Sauf les articles critiques, hein, sauf les articles qu'on appelle les articles stratégiques. C'est-à-dire qui dirigent le futur de l'Égypte pendant 20-30 ans. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais les autres articles, on peut même améliorer, pas changer, mais un peu améliorer la situation des constitutions à travers l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a toujours une porte pour trouver des solutions. Mais on veut le créer, tout le peuple égyptien, pour bien comprendre tous les articles. On n'est pas très spécialiste, en tout cas. C'est l'idée. Mais j'ai peur que par rapport au référendum, on va répéter malheureusement la même expérience qu'on a eue pendant les élections présidentielles, aux élections de l'Assemblée nationale, qu'on va diriger les gens vers une réponse précise, oui ou non, hein, en utilisant la religion, des idées qui est complètement fausse, qui n'a rien à voir avec la Constitution qu'on a vue depuis quelques jours. Même je me rappelle, le porte-parole d'un parti salafiste ou islamiste, il a dit si on n'accepte pas Morsi, on fait quelque chose contre notre président, c'est risque d'avoir une révolution islamique. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des options? On dit non. Non, il faut trouver toujours des solutions. On ne touche pas la légitimité du président. Ça, c'est intouchable. Je suis complètement contre.
Je ne suis pas membre des frères musulmans et je ne serai pas. Mais pour les bénéfices de l'Égypte, il ne faut pas toucher la légitimité du président. On a un président élu d'une manière démocratique et c'est fini. Mais le reste, les conséquences des décisions prises par rapport au président, le gouvernement, le premier ministre, etc., ça, il faut les discuter. Il faut trouver une solution permanente et intelligente. Et ça, c'est qu'on nous manque maintenant. On prend toujours des décisions comme réaction d'un acte. C'est-à-dire que c'est passé quelques jours aujourd'hui, et ce matin, on prend la décision dans la nuit. Hein, et quelquefois, une décision à minuit, même après. C'était 1h30 du matin, si je je me rappelle bien. Comment voyez-vous la décision des juges de ne pas participer au référendum, de la plupart des juges? Ça, c'est autre pratique de démocratie aussi. Ils ont toute la liberté de dire oui ou non, parce qu'ils sont concitoyens comme nous aussi, parce qu'on parle du futur d'Égypte. On ne parle pas d'un cas dans la haute constitution, la cour haute constitution en Égypte. Non, on parle des juges qui sont d'abord égyptiens. Ils voient la vie politique qui va dans une direction des dangers. Donc, c'est ça, son manière d'exprimer leur opinion. Donc, il faut le respecter. Mais c'est ça la démocratie. Nous avons l'image de votre article, l'Égypte et la guerre de Troie, paru, je pense, dans l'Ahram Hebdo. L'Ahram Hebdo, c'est... De quoi il s'agit? C'est un article que je l'avais écrit, il y avait un mois presque, c'était le 7 novembre presque. Dans cet article, j'ai parlé un petit peu sur la guerre de Troie. Et j'avais peur vraiment qu'on passe par pas la même période, par la même idée, mais plus ou moins le même esprit. Donc, je me demandais à ce que les frères musulmans nous surprendront avec une nouvelle stratégie, comme l'avaient fait les Grecs contre les Troyens, c'est-à-dire qu'ils ont inventé, vous connaissez bien l'histoire de la guerre de Troie, que les Troyens qu'ils ont trouvé le matin dans la bataille, qu'il y avait un gigantesque cheval en bois. Et donc, ils ont pensé, selon la déesse des Grecs, de la mythologie grecque, que c'est un sacrifié pour la ville. Donc, ils ont bien compris, ils ont fait la fête, ils ont pris le cheval devant la ville, la cité. Mais le soir, pendant la nuit, à 1h30, plus ou moins, tous les chefs de Grecs, ils ont fait une prêche de la ventre des chevaux, ils ont sorti et attaqué la ville endormie. Ouais. Donc c'est une idée. Malheureusement, un mois après, presque, on a exercé, on a vu la même expérience à la place Tahrir et à l'Ittihadiyya, devant l'Ittihadiyya, malheureusement. Une dernière question concernant le référendum. Est-ce que vous trouvez que le référendum va calmer la situation et que voilà, les sit-iners, ou les gens qui font le sit-in, ils vont rentrer chez eux pour faire le référendum et que ça soit plus stable le pays? Et en une minute, s'il vous plaît. Ça, c'est une question. Ou bien ça dépend des résultats. Oui, mais on a déjà, comme j'avais dit tout à l'heure, on est dans la première étape de la démocratie. Donc, on a besoin au moins 5-6 ans. Donc, il ne faut pas donner un toit très, très élevé pour l'Égyptien, on va dire, demain, la vie en rose. Non. Il faut dire la vérité, qu'on a besoin au moins 5-6 ans pour bien s'adapter à la notion de la démocratie, bien apprendre ce que ça veut dire la démocratie et pratiquer la démocratie. Donc par rapport au référendum, qui se démarre après-demain, oui, c'est la première chose qu'on va vers la démocratie, mais reste toujours, il n'y a pas
comment dire, le consensus de tous les peuples égyptiens et le consensus de tous les partis politiques. Donc ça reflète toujours un seul point de division dans le pays. Voilà. Et malheureusement, il y a des gens ceux qui aiment les frères musulmans, ils vont dire oui sans même lire la Constitution, et les autres vont dire non sans même lire la Constitution. On est d'accord. Et voilà. Je vous remercie. Mais je pense, excuse-moi, je pense que c'est une responsabilité énorme. On est dans un moment historique. Et ça, c'est mon conseil personnel, hein, pour les frères musulmans, pour le président, pour le gouvernement actuel. On est dans un moment historique. Il faut le profiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas intervenir pendant les référendums. Il ne faut pas intervenir du tout. Il faut laisser les gens qui votent comme ils veulent. C'est tout. C'est ça mon conseil personnel. Monsieur Mohamed Dabortache, vous êtes journaliste et chercheur, je vous remercie beaucoup. Alors, c'est la fin de notre émission, mais juste, on a un petit reportage à vous présenter. C'est quoi, Sama? Oui, un petit reportage sur les funérailles du défunt compositeur égyptien, le grand compositeur égyptien Ammar Chriaï. Voyons ensemble, et avec ça on termine, et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. À demain.